Bien, bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous parler du vide, comment il est présent et fédérateur dans les projets d'architecture qu'on a pu mener à des échelles beaucoup plus modestes que les échelles qu'on vient d'apercevoir. Puisqu'il s'agit en fait de vide à l'échelle de projets urbains, à l'échelle d'un bâtiment ou voire à l'échelle du logement. Et comment ces vides en fait sont fédérateurs du projet et en définissent un peu la quintessence. Alors, en guise de préambule, j'ai envie de dire que en architecture, la nature a horreur du vide. Et donc le vide n'existe pas. Qu'on ne peut pas parler d'opposition plein-vide, mais davantage, pour moi, d'espace plus ou moins dense, d'espace plus ou moins opaque, et que le transparent, donc qui va lier différents objets ou différents murs entre eux, ce troisième élément, c'est le transparent, une sorte de troisième terme qui lie les éléments entre eux. Voilà, donc on peut éteindre. Merci. Voilà, alors, comme je vous le disais, pour moi, le vide n'existe pas. Je parlerai davantage d'espaces offerts, c'est-à-dire d'espaces qui vont être générés en fait par la fabrication de ces vides liés à l'architecture. Et ces espaces offerts, pour moi, ils vont être de trois types: les espaces creusés, les espaces interstitiels et les espaces flottants. Donc, pour ce qui est des espaces creusés, je vais en reprendre quelques exemples qu'on a pu concevoir, notamment pour un palais de justice donc à Laval, où l'espace en fait central, qui est un vide, est celui qui prédéfinit l'espace d'accueil à différentes parties du programme, mais qui vont être dictés par la présence et le désir d'intégrer au cœur du projet ce vide, en l'occurrence un dehors qui est un jardin, sous lequel on glisse pour, au travers de la salle des pas perdus, atteindre des salles d'audience. Donc c'est à la fois un vide qui est bordé, qui est prédéterminé, et les pleins, si on peut les appeler ainsi, qui constituent le programme, vont en fait se plier parfaitement à la résonance souhaitée pour ce vide. Voilà, un autre projet plus récent qui est en cours de construction, qui est un bâtiment de logement à Rouen, dans un quartier en cours de renouvellement urbain, donc où le projet urbain est mené par M. Tusquets, et l'organisation des projets se fait, contrairement aux bâtiments qui sont existants et qui sont des bars et des tours, par un nouvel adressage des bâtiments sur rue, c'est-à-dire redonner une position liée au vide des rues, c'est-à-dire reconstituer des rues dans un territoire donc construit dans les années 60, avec donc de nouveaux bâtiments qui vont un petit peu changer la morphologie de cette ville. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, les bâtiments, on accède au hall d'entrée en traversant des parkings, comme dans beaucoup de villes de France, et avec des bâtiments de cette époque. Donc, en fait, c'est une nouvelle donne qui est offerte à cette ville. Le principe étant donc de générer là aussi des vides creusés, enfin des espaces creusés,
qui sont à la fois de l'échelle du quartier, qui vont participer d'une certaine forme d'altérité, puisque pour moi, ces espaces en creux sont capables et susceptibles d'accueillir, et je pense que c'est une fonction essentielle de l'architecture. Et donc, ils vont là aussi prédéterminer les plans, comme on l'aperçoit ici, puisqu'en fait, ces bâtiments viennent chercher leur adresse sur rue, donc s'offrir comme des espaces d'accueil pour les futurs occupants, et en même temps générer des vides qui ont une qualification géométrique parfaitement définie, notamment ici donc en forme trapézoïdale. Et donc c'est une sorte de ruban qui va passer du plein au vide et définir à la fois les espaces des logements et les espaces semi-publics. Voilà, une sorte d'îlot ouvert qui est à la fois en relation avec la rue, en front à rue, et en même temps toujours en position d'ouverture. Alors ce principe, il va se révéler ou se générer aussi à l'échelle du logement, puisqu'on va retrouver un peu le même thème de ces espaces creusés au sein d'un appartement, avec des loggias donc, qui vont, on va dire, s'immiscer dans les volumes prédéterminés par la première étape de conception. Donc ça constitue cette sorte de labyrinthe un peu organisé, coloré, avec des espaces en creux qui sont volontairement laissés libres, comme des espaces à domestiquer, à s'approprier, voilà, et qui donnent une certaine porosité aussi à ces masses. Alors, voilà, ces bâtiments donc, libèrent aussi des espaces au sol, puisque le projet est posé un petit peu en lévitation par rapport à un jardin qui descend en contrebas. Voilà, un des premiers projets donc, qui m'a amené à réfléchir sur ce que pouvait être un bâtiment dans une ville dense, c'était le projet donc, du boulevard de Belleville pour des logements sociaux en 1989. Donc on a créé un espace en forme de trompe, d'espace un peu palladien en fait, qui est une nouvelle pièce offerte à l'espace du boulevard de Belleville et qui est aussi important et là aussi contrôlé géométriquement pour s'offrir comme une figure aussi dessinée que le bâtiment lui-même. Et cette appréhension du vide au sens du piéton, elle est aussi une donnée importante dans la perception qu'on va avoir de cet espace en creux. Donc tout est fait pour guider le regard et amener à l'intérieur de cet espace, à la fois de manière physique et également mentale. Donc tous les creux qu'on aperçoit, qu'ils soient avec cette cour urbaine ou les espaces de creusement ou de loggia, sont là pour ménager en fait aussi une part de parcours mental à l'intérieur de ce bâtiment. Voilà, donc sur un faubourg parisien, là c'est aussi une mise en scène du vide ou de l'espace en creux qui est ménagé de manière peut-être inhabituelle sur ce faubourg par le soulèvement du bâtiment, qui comme un rideau de scène en fait va se lever sur un espace là aussi en creux qui accueille un jardin. Ce vide-là, il a été choisi aussi, il a été fabriqué, on va dire, puisque ce site, ce contexte était bordé de bâtiments mitoyens très hauts, assez dans un espace qui est relativement, on va dire, fermé, carcéral, avec des bâtiments mitoyens de près de 20 mètres de haut, une parcelle qui fait à peine 20 mètres de large, presque 100 mètres de profondeur. Donc en fait, tout est fait pour que le vide qui va être préservé, fabriqué, donne et où est une certaine amplitude.
Donc en fait, on peut penser que les choses sont simples ou comme ça un petit peu posées. Et en fait, elles sont très raisonnées et construites à partir de ce que j'appellerais, enfin, à partir, on va dire, du plus grand vide, de ce que j'ai appelé l'axe du plus grand ciel. C'est-à-dire que tous les bâtiments, au-delà du fait qu'on a constitué d'abord ce vide, ensuite on lui a donné un ancrage par la présence de ces deux tours gémellaires qui donnent un statut au vide et qui l'ancre donc dans ce site, qui lui donne sa gravité, son centre de gravité. Mais ces différents bâtiments, en fait, s'organisent sur l'horizon le plus lointain. Et donc, on a choisi l'organisation des bâtiments. On a fabriqué ce vide en fonction de ce qu'il y avait en fond de perspective, si vous voulez. Et donc, c'est cette partie centrale, à droite, qui ménageait donc la meilleure dilatation par rapport à cet espace fermé. Alors le vide, c'est toujours un ailleurs aussi. Pour moi, il a forcément une dimension un peu intemporelle. Il a une relation avec le dehors, et donc il n'a pas d'âge, contrairement peut-être à nos bâtiments. Voilà, on retrouve cet axe donc, du plus grand ciel, qui en fait était la zone qui était peu construite à l'arrière-plan. Voilà. Et puis donc, pour tenir le programme et la quantité de logements à atteindre, donc on a plutôt tapissé en fait cet ensemble de constructions latérales, plutôt que d'occuper le centre de la parcelle. Voilà. Alors le vide, bien sûr, c'est aussi, dans ces espaces creusés, la mise en abîme, un peu en profondeur des lieux. Voilà. Ça, c'est un immeuble de logement, encore une fois, qui est réalisé, donc, avenue Raymond Poincaré, dans le 16e arrondissement. Et là encore, c'est le vide qui a déterminé l'architecture du bâtiment, qui en a un peu permis le rythme à la fois des logements, le rythme syncopé des façades. Et donc ce vide initiateur, il se situe donc à droite. C'est une sorte de faille qui va permettre de voir un espace vert intérieur protégé, un EVIP, donc, qui se trouve en partie arrière, qui n'était pas perceptible avec les constructions précédentes. Et en fait, c'est lui qui va permettre à la fois de donner une dimension nouvelle un peu quand on passe dans cette rue et fédérer l'ensemble du projet. On va dire qu'à partir de ce vide, presque, le projet existe. Et ce vide, en fait, ici, il est sculpté au même titre que le bâtiment, voilà, pour créer cette profondeur vers l'intérieur d'îlot. Voilà, un exemple encore assez ancien où c'est le vide qui a été préservé ou conçu pour être un espace d'accueil qui est à la fois un dehors et un dedans. Donc ce projet malheureusement ne s'est pas réalisé, c'était pour la ville d'Albi, où les parois en fait et les immeubles sur rue se retournent sur un ravin, sur un espace libre, donc pour constituer un espace d'accueil pour un théâtre et pour les festivals. Donc on va retrouver voilà, le thème de cette architecture qui se retourne à l'intérieur comme une sorte de cirque en fait, naturel, dans lequel vient prendre place l'organisation donc de la scène. Voilà. Et ce vide également qui se prolonge en contrebas. Donc un deuxième domaine dans lequel
le vide a une place prépondérante, c'est tout ce qui concerne, on va dire, les espaces interstitiels. Donc on a vu un certain nombre dans les projets que je viens de vous montrer rapidement. Et ces espaces-là sont toujours également des espaces fédérateurs, non pas des espaces résiduels, mais bien interstitiels, qui sont là aussi fabriqués à dessein, à la fois comme des entre-deux, qui séparent mais qui rassemblent. On le voit ici donc sur le palais de justice de Narbonne, où l'on passe en fait d'un espace extérieur qui est un parvis d'accueil, un espace de jardin qui est déjà à l'intérieur de l'édifice, et où le regard se prolonge donc vers un deuxième espace en contrebas, une petite placette. Donc l'espace en fait qui se trouve entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance est occupé par un jardin. Donc plutôt de vide, on peut parler aussi d'axe de transparence, qui a une certaine opacité. Voilà, c'est un des éléments fédérateurs, un des désirs de ce projet, que ce projet voulait révéler, c'est-à-dire cet espace entre deux, habité par un jardin, une sorte de terre originelle, retrouvée voilà, au cœur de l'édifice, un espace d'apaisement. Voilà, qui se trouve donc en perspective, en ligne de mire de la salle des pas perdus, entre les salles d'audience. Voilà, on retrouve ce vide qui là passe à l'intérieur, on aperçoit ce jardin. Voilà, un autre type d'espace interstitiel pour un projet rue de Nantes qui tient aussi un petit peu de l'espace en creux, qui avait été conçu donc, pour le Parc de Paris, mais qui n'a pas vu le jour, avec une cinquantaine de logements. Là aussi, c'est sur une rue donc, qui est un front à rue exposé au nord, l'occasion, grâce au vide, qui là aussi est contrôlé, fabriqué, d'organiser une arrivée de lumière de l'Est, voilà, pour amener donc du soleil et de la lumière dans cette rue. Voilà, le vide, en même temps, il a son poids propre et c'est lui qui permet donc d'organiser la présence de différents corps de bâtiments autour de cet élément fédérateur. Et le troisième domaine concerne ce que j'appelle les espaces flottants. On pourrait les appeler espaces en apesanteur. Dans ce domaine-là, il y a deux types, on va dire, d'espaces flottants. Ceux qui tiennent des éléments en lévitation, comme pour cette crèche qui a été réalisée donc à Paris dans le 10e arrondissement, sont des sortes de... C'est un jeu en fait d'éléments monolithiques qui abritent des salles pour les enfants et qui vont fédérer des vides en partie inférieure et en partie centrale entre ces différents blocs colorés où vont se trouver donc les différentes circulations, atriums de ce bâtiment de petite taille. Mais c'est le vide en fait qui devient le lien à la fois social mais également spatial de l'édifice. C'est un peu le ciment qui permet cette mise en équilibre du bâtiment. Voilà, donc on aperçoit ces vides à l'intérieur, ici à rez-de-chaussée, et
bon, ces transparences en fait qui construisent l'espace, les différents parcours. Donc là, il s'agit de l'atrium à rez-de-chaussée à droite, ou en étage ici avec cette galerie, donc entre ces différents blocs où se situent les salles pour les enfants. Un autre type d'espace flottant, il peut être constitué aussi, pas seulement par une construction, mais on va dire par un plan. Là, il s'agit en fait d'un plan horizontal qui, d'une certaine façon, face au paysage, manifeste cette présence du vide. C'est une grande et vaste scène, donc à ciel ouvert, qui devait accueillir, qui avait été conçue pour accueillir un théâtre, une salle de concert, dans une zone inondable, donc au bord de la Loire. Voilà. Donc cette mise en équilibre, elle concerne aussi les bâtiments qui sont posés sur ce sol, sur cet espace flottant. Donc là aussi, c'est ce plan qui sépare le vide du dessous de l'espace du dessus. Ici, sur ce projet de centre culturel, donc c'est le vide et l'espace contenu entre le sol naturel réaménagé et le toit des bâtiments, notamment de cette petite salle, cet auditorium. Donc c'est pour la ville de Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen, où là aussi c'est une inscription dans un contexte de bâtiment des années 60. Le bâtiment ou les corps de bâtiment viennent compléter un dispositif existant pour lui redonner une part d'altérité, de dimension peut-être plus humaine que les espaces existants qui sont non constitués. Donc l'auditorium, l'école de musique et les salles de répétition viennent constituer les éléments qui vont border cet espace pour créer un enchaînement entre différentes places. Donc le rectangle gris représente une vaste place bordée de barres et de tours. On va le voir sur une autre image. Voilà. Et où le dispositif vient en fait cadrer un vide qui devient un espace, peut-être un espace scénographique. J'ai toujours en mémoire cette phrase de Peter Brook qui disait, qui a dit et écrit « Je peux prendre n'importe quel espace vide et le faire traverser par un homme, et l'espace existe ». Et c'est un élément qui m'avait, cette phrase m'avait marqué dès les projets, dans tous les projets que j'ai pu ensuite concevoir. Donc l'espace architectural, il est forcément scénographique. Un autre type d'espace flottant, donc c'est un peu une sorte de mise en abîme inversée vers le ciel, avec ce bâtiment de bureau pour Pékin, qui n'a pas été construit. Là, on a ces différentes colonnes, en fait, et ce nouveau sol décollé à peu près à 70 mètres du niveau de la rue, accueille des blocs en lévitation. Et là, on retrouve différents thèmes liés à la présence du vide ou à sa mise en avant. À la fois, bien sûr, la présence, certaines formes de vertige aussi, donc un vide émotionnel, la notion de l'entre-deux, avec une partie de bureau à droite donc, qui est en adossement ou à proximité d'autres bâtiments. Le vide, c'est un peu l'espace réservé aussi, donc c'est souvent ce qui permet, comme je l'ai un peu montré dans les premiers projets, l'espace creusé, réservé, qui vous est réservé. Voilà, je vais finir avec un ou deux projets d'un bâtiment de logement donc à Béthune, qui vient de se terminer, là aussi avec, dans une ville à l'échelle assez douce, un bâtiment
qui quelque part met en scène à la fois la présence du vide à l'échelle de la ville, puisqu'il vient s'inscrire comme un bâtiment haut sur une des entrées de la ville, alors que c'est une ville qui est assez douce, qui est plutôt composée de maisons jumelées, de petits immeubles R+2, R+3. Voilà, donc il vient créer une sorte de nouveau tuteur ou présence à l'entrée de ville, avec ce sol surélevé, en mouvement, qui est une sorte de grande machine à habiter, qui n'est pas sans rappeler en fait les machines qui occupent le paysage du nord de la France et des houillères. Voilà, donc ce sont des blocs là aussi en lévitation qui vont, par les vides ménagés entre ces différents éléments, donc permettre de libérer des vues, des balcons pour les logements. Malheureusement, je n'ai pas pris photo de logement, mais voilà, donc on retrouve ici un peu les thèmes récurrents que j'ai pu vous montrer précédemment. Voilà, je vais finir par l'école d'architecture qui reprend un petit peu les précédents thèmes qui ont fait un peu la synthèse, puisqu'on y retrouve donc l'espace flottant, donc lié aussi par rapport à la présence de la Seine, à l'inondabilité du site, les blocs en lévitation, le vide interstitiel qui est ménagé en fait au centre du projet et qui en fait est peut-être l'élément fédérateur le plus important, puisque c'est lui qui permet d'accueillir professeurs, étudiants et tout le public de l'école, où ce vide, parce qu'on peut l'appeler ainsi, il est occupé donc par, et en son centre de gravité, par la cheminée de la SUDAC. Voilà, le vide, c'est aussi cet espace qui ménage la présence du passé et du présent, ici, sans tension, mais plutôt dans une forme de complémentarité. Voilà, on retrouve ici cet espace d'accueil. Ou ici, avec des espaces qui sont creusés dans le bâtiment lui-même et qui ménagent dans des terrasses sur l'ensemble de la hauteur de l'édifice, qui permettent d'un bâtiment à l'autre donc de percevoir, notamment ici, la ville voisine d'Ivry. Voilà, là c'est un vide qu'on traverse, donc, puisque c'est un vide en hauteur, avec des passerelles ou galeries qui surplombent de façon assez vertigineuse les espaces en contrebas. Voilà. Merci beaucoup.